Un jeudi après-midi étouffant, en pleine saison sèche, Aïssata Diop, 25 ans, s'apprêtait à quitter son luxueux appartement sur les hauteurs de Dakar. Ses talons claquaient contre le carrelage marbré du couloir, résonnant comme un écho de ses pensées brouillées. Sa silhouette élancée, drapée d'une robe pagne moderne aux motifs wax bleu nuit et or, était un parfait mélange de tradition et de modernité. Son regard, pourtant profond et expressif, trahissait un trouble intérieur qu'aucune élégance extérieure ne pouvait masquer. Le mariage avec Mamadou, homme d'affaires influent, semblait être un conte de fées. Mais depuis des mois, Mamadou vivait pour ses contrats et ses réunions. À la maison, il n'était qu'un fantôme, distant, silencieux, distrait. Aïssata, elle, était lasse de n'être qu'une vitrine, un trophée bien rangé. Ce jour-là, elle avait donné rendez-vous à Idrissa, un des chargés de communication de l'entreprise de son mari. Dans un café discret au bord de l'océan, loin des regards curieux, il s'était assis sous une paillote, bercé par le vent chaud et les vagues agitées. Idrissa, voix douce. Tu n'es pas comme les autres, Aïssata. T'as ce feu dans les yeux, celui qu'on étouffe trop souvent. Aïssata. Et si ce feu me brûlait de l'intérieur? Leurs mains s'étaient effleurées, juste une seconde. Une tension suspendue dans l'air, une hésitation palpable, une frontière fine entre la curiosité et la transgression. Aïssata n'avait jamais prévu cela. Elle ne cherchait pas l'amour, ni la passion, ni même la vengeance. Elle cherchait à sentir, à exister, à vivre autre chose que le vide doré dans lequel elle étouffait. Dans ce moment suspendu, une porte s'ouvrait, lentement, sur l'interdit, le risque, la chute, ou peut-être la renaissance. Le lendemain matin, en pleine activité professionnelle, la ville vibrait d'une énergie matinale. Les klaxons bourdonnaient, les vendeurs ambulants circulaient, et dans les tours modernes de Dakar, les affaires reprenaient. Mamadou Diop, le mari d'Aïssata, se trouvait dans son vaste bureau au dernier étage de l'immeuble qu'il avait lui-même bâti, symbole de son ascension sociale et de sa réussite. Ce matin-là, tout semblait normal, ou presque. En rangeant des documents sur une table de réunion, Mamadou trouva un téléphone oublié. L'écran affichait un message qui clignotait encore. « Je pense encore à toi, Aïssata. » Le message venait d'un numéro enregistré sous Idrissa C. Le cœur de Mamadou s'arrêta un instant, puis accéléra comme une machine déréglée. Son visage resta impassible, mais à l'intérieur, une tempête se déclenchait. Ce n'était pas seulement la trahison qui le blessait. C'était la honte, le doute et surtout l'humiliation, car Idrissa travaillait pour lui. Il se rappela les nombreuses fois où il avait surpris sa femme en train de sourire à son téléphone. Il se rappela les absences répétées et les excuses vagues. « Je vais voir ma tante à Rufisque. Je fais des courses au marché Sandaga. » Le doute, jusque-là invisible, devenait maintenant un poison concret. Mamadou, bien que froid et distant, est un homme très fier. Il ne crie pas. Il observe, analyse, agit en silence. Ce n'est pas l'homme qui fait un scandale. C'est l'homme qui prépare sa riposte dans l'ombre. Il appela discrètement un de ses anciens amis d'université, aujourd'hui détective privé. « Mamadou, je veux que tu suives ma femme. Chaque jour, chaque heure, aucun détail ne m'échappe. »« Tu veux la vérité ? Elle fait souvent mal, frère. Je suis prêt. » Mamadou regarde par la baie vitrée, contemplant l'horizon. Il serre le téléphone dans sa main, puis le dépose doucement sur son bureau. Il ne dira rien à Aïssata. Pas encore. Il va observer, accumuler, savoir. Une fin d'après-midi moite, juste avant le crépuscule. Aïssata est allongée sur le lit, son regard fixé au plafond. La lumière dorée du soleil traverse les voilages en coton blanc, dessinant des ombres longues sur les murs couleur ocre. Elle porte un kimono satiné, ses tresses éparpillées sur l'oreiller comme une rivière noire. Le silence dans la pièce est presque religieux, mais dans sa tête, c'est un tourbillon. Depuis sa rencontre avec Idrissa, quelque chose s'est réveillé en elle. Ce n'était pas seulement du désir, c'était une sorte de reconnexion à soi, comme si elle se rappelait qu'elle était vivante, et pas simplement la femme de Mamadou. Elle attrape son téléphone, hésite, puis tape un message. « Dis-moi que tu penses encore à moi. » Idrissa ne tarde pas à répondre.
Un simple emoji, puis toujours. Et ce soir, je termine à 19h. Aïssata sait que c'est risqué. Elle sait que Mamadou pourrait rentrer plus tôt. Elle sait que chaque pas est une danse avec le feu. Et pourtant, elle envoie l'adresse d'un petit appartement meublé qu'elle loue en secret depuis un mois. Juste au cas où. Aïssata se sent coupable, mais pas assez pour s'arrêter. Elle a l'impression de vivre sa vie pour la première fois depuis des années. Elle se dit que Mamadou ne la regarde plus, ne la touche plus. Alors, pourquoi lui rester fidèle? À quoi bon une loyauté vide? En parallèle, le détective privé est en planque devant la résidence. Il observe les allées et venues. Il note tout. Aïssata reçoit parfois des visites brèves, toujours des hommes plus jeunes, jamais le même véhicule. Il prend des photos. Il envoie des rapports à Mamadou. Le soir venu, Mamadou reçoit un appel. Ce soir, elle n'est pas rentrée chez vous. Elle est dans un appartement sur l'avenue Bourguiba. Pas seule. Mamadou. Continue. Pendant qu'Aïssata partage un verre de vin avec Idrissa, riant doucement à ses blagues, un objectif photo la vise à travers un rinaire. Ce que les yeux ne voient pas, le cœur l'ignore, jusqu'à ce que les preuves parlent. Séduction dangereuse, montée en tension, fil du rasoir, une femme qui se sent libre, pendant qu'un piège invisible se referme lentement sur elle. Le lendemain soir, 20h, la Villa Diop respire l'élégance moderne africaine. Meubles en bois foncé sculptés à la main, tapis touareg, tableaux colorés de peintres locaux. Tout semble parfait, en surface. Mamadou est assis à la grande table en acajou. Il a ordonné à la cuisinière de préparer le plat préféré d'Aïssata, thiéboudienne aux gambas et légumes confits, un geste rare. Aïssata entre dans la pièce, un peu surprise. Elle s'est changée. Pagne indigo noué autour des hanches, chemise blanche fluide, elle affiche un léger sourire. Aïssata, un dîner? Tu t'es souvenu de mon plat préféré? Je me souviens de tout, Aïssata. Même des détails que tu crois invisibles. Un silence glacial s'installe. Les ustensiles résonnent doucement contre les assiettes. La tension est palpable. Aïssata essaie de détendre l'atmosphère. Tu me fais peur quand tu parles comme ça. On dirait un juge dans un tribunal. Et toi? Tu as quelque chose à te reprocher pour que tu parles de jugement? Ses mots sont tranchants, mais il n'ose pas la voix. Il plante sa fourchette dans une gamba comme s'il voulait transpercer un secret. Mamadou sait. Aïssata sente qu'il sait, mais il ne dit rien. Il veut la voir craquer. Elle, de son côté, oscille entre peur, défi et instinct de survie. Elle reste droite, mais son regard tremble à peine. Les non-dits hurlent dans le silence. Un téléphone posait un piège en attente. Sur le buffet, le téléphone de Mamadou est posé face visible. Une photo y apparaît brièvement. Idrissa et Aïssata en train de sortir d'un immeuble. Aïssata la voit, fugacement. Son cœur rate un battement, mais elle ne dit rien. Elle sourit légèrement, presque imperceptiblement. Elle a compris. La guerre est déclarée. Climax de la séance. Tu sais, parfois je me dis que les serpents ne sifflent pas, ils chuchotent en douceur. Aïssata répondant « Et parfois ne sont pas les serpents qui mordent les premiers. » Ils finissent leur dîner dans un silence plus bruyant que 1000 cris, face à face glacial. Suspense psychologique, guerre silencieuse entre deux époux devenus étrangers, armés de soupçons et de mensonges. Samedi après-midi, sous un ciel nuageux et lourd, le vent porte l'odeur du bissap et du gingembre. Aïssata, lunettes de soleil sur le nez, est assise à une table ombragée, face à Fatou, son amie d'enfance et confidente. Fatou est tout l'inverse d'elle, extravertie, sans filtre comme une lionne. Aïssata a besoin de parler, de vider son cœur. Elle sent que le sol sous ses pieds devient instable, que le jeu dangereux dans lequel elle s'est lancée pourrait tout faire basculer. Fatou, dis-moi ce qui se passe. Aïs, tu as ce regard que t'as que quand t'es en train de couler. Murmure, presque coupé du monde. Je crois que Mamadou sait. Attends, tu veux dire qu'il a des preuves? Aïssata acquiesce à peine, ses doigts tremblent légèrement autour de sa tasse. Elle raconte tout. La rencontre avec Idrissa, les autres, 2 autres hommes, des moments volés, confus, pas toujours clairs, même dans son propre esprit.
pas par amour, par besoin de se sentir désirée, vivante, vue. Je me suis perdu, Fatou. Je voulais juste qu'on me voie, qu'on m'aime, un peu. J'ai cherché ailleurs ce que j'ai crié en silence à la maison. Mais Aïs, tu joues avec du feu. Tu crois que Mamadou va te pardonner? Ce mec, il pardonne pas. Il encaisse. Et ensuite, il détruit proprement. Je sais. Et c'est ça qui me fait le plus peur. Aïssata est au bord du précipice. Ce n'est plus le jeu qui l'anime. C'est la panique douce, celle qui vous serre lentement. Fatou la secoue, mais comprend aussi que derrière la trahison se cache une femme brisée, laissée de côté, réduite au silence depuis trop longtemps. Fatou lui donne un conseil décisif. Fatou, si t'as encore un peu de pouvoir, utilise-le pour parler avant que Mamadou ne le fasse à ta place. Dis-lui tout. Parce que s'il apprend la vérité autrement, il va pas juste te quitter. Il va te rayer de sa vie, comme si t'avais jamais existé. Aïssata réfléchit. Ses yeux se perdent dans l'horizon brumeux. Elle sait que Fatou a raison. Mais peut-elle encore revenir en arrière? Confession déchirante, amitié puissante comme un phare dans la tempête, naissance d'un dilemme, parler ou fuir. Lundi matin, 9h, ambiance professionnelle tendue. C'est un matin comme les autres dans les locaux de Diop Industries. Les employés s'affairent dans les couloirs, les claviers crépitent, les portes de bureau claquent doucement. Mais dans la grande salle de réunion vitrée au 10e étage, quelque chose d'inhabituel se prépare. Mamadou Diop est là, assis à la tête de la table ovale. Son visage est calme, mais son regard est glacial. À sa droite, son avocat. À sa gauche, le chef des ressources humaines. Un à un, il fait entrer Idrissa, puis 2 autres jeunes employés, Cheikh et Abdoulaye. Tous 3 visiblement nerveux, ignorant pourquoi ils sont convoqués. Aïssata, quant à elle, n'est pas encore arrivée. Elle ne sait pas ce qui se trame. Mamadou ne perd pas de temps. Mamadou, d'un ton neutre mais coupant. « Je vais poser une seule question à chacun de vous. Mentir ne fera que retarder l'inévitable. Et croyez-moi, j'ai tout ce qu'il faut pour faire tomber ceux qui me trahissent. » Les regards se croisent, l'angoisse monte. Idrissa tente de maintenir son calme, mais son front perle. Sous-texte émotionnel. Mamadou est dans son élément, le contrôle total. Il n'élève pas la voix. Il utilise les silences, les regards, les vérités incomplètes. Il manipule le malaise comme un chef d'orchestre. Quelques minutes plus tard, Aïssata entre dans la pièce en tailleur beige, les traits tirés. Elle n'a pas dormi. Et là, elle découvre la scène. Les 3 hommes, assis l'un à côté de l'autre, le regard au sol. Mamadou se lève lentement. Il lui tend un dossier noir. Mamadou, presque triste. « Lis, je t'offre le luxe de ne pas crier. » Elle ouvre le dossier. À l'intérieur, des photos, des transcriptions de messages, des captures d'écran, des horodatage précis de ses rendez-vous secrets, parfois même des enregistrements audio. Le choc est violent. Le monde d'Aïssata s'écroule en une fraction de seconde. Fixant les 3 hommes. « Vous êtes tous virés, immédiatement. Vos noms sont effacés du système dès maintenant. » Puis il se tourne vers Aïssata. « Quant à toi, je ne te fais pas d'esclandre. Tu quitteras ma maison ce soir, sans drame, sans scène, sans moi. » Aïssata reste debout, figée, les yeux embués de larmes. Pas une larme ne coule encore. La honte est trop brûlante. Elle regarde Idrissa, Cheikh, Abdoulaye, incapable de la soutenir. Elle ferme le dossier, le repose. « Je suis désolé, mais je suis aussi fatigué d'avoir crié dans le vide. » Elle quitte la pièce. Droite, détruite mais fière. Une nuit orageuse, pluie battante, ciel chargé. Aïssata est seule. Dans cet appartement qu'elle utilisait comme cachette, elle vit maintenant en exil. Son visage n'a plus la brillance des premiers jours. Son regard est flou, creusé, désarmé. Elle porte un boubou ample, ses cheveux défaits, sa peau nue sous la lumière crue de la lampe du salon. La pluie tambourine contre les vitres. Le silence intérieur contraste avec le vacarme extérieur. C'est le chaos dans sa tête. Et elle est enfin face à elle-même. Elle s'assoit sur le tapis au milieu du salon, entourée de quelques valises. Tout ce qui lui reste tient dans 2 sacs de voyage. Une boîte de souvenirs est posée devant elle. Elle l'ouvre lentement. À l'intérieur, des photos d'elle et Mamadou, souriant, heureux.
Un bracelet en or offert le jour de leur mariage, une lettre manuscrite qu'il lui avait écrite au tout début de leur histoire, une échographie, jetée, froissée. Un souvenir d'un bébé qu'elle n'a jamais eu. Sous-texte émotionnel. Aïssata est brisée, mais pas encore morte à elle-même. Elle traverse une tempête intérieure, regret, colère, solitude, mais aussi une volonté naissante de se reconstruire. Elle repense à Fatou, à ses mots, à ses mises en garde, et surtout, à qui elle était avant Mamadou. J'ai tout donné, même ce que j'avais pas, et au final, j'ai rien gardé pour moi. Un appel inattendu, son téléphone vibre, un numéro inconnu. Elle hésite, puis répond. Sa masculine Aïssata? C'est Omar. Tu te souviens? L'ami d'université, j'ai appris pour toi, je sais que c'est pas mes affaires, mais si jamais t'as besoin de parler. Silence. Sa gorge se serre. Surprise? Omar. Oui, je me souviens. Un frisson la parcourt, pas parce qu'il y a de l'espoir, mais parce qu'enfin quelqu'un lui parle sans la juger, sans lui demander de se justifier. Aïssata se lève, va jusqu'à la fenêtre. Elle regarde la pluie tomber sur Dakar, elle respire. Pour la première fois, elle sent qu'elle peut recommencer, même si c'est dur, même si c'est lent. Elle murmure, regardant le vide. Je me relèverai, même s'il faut ramper d'abord. Un mois plus tard, matin doux et ensoleillé. Le soleil se lève doucement sur Dakar. La ville s'éveille dans ses chants, ses klaxons et ses promesses. Aïssata sort d'un taxi collectif, un sac à la main, un cahier contre sa poitrine. Elle n'a plus la même allure que lorsqu'elle vivait dans le luxe, mais elle dégage une force tranquille, un calme neuf, une sérénité construite à coups de douleur avalée. Elle marche à travers une cour colorée, entourée d'une douzaine de femmes en formation. Le centre est modeste, des murs peints à la main, des bancs de fortune, des tableaux d'écriture. Mais ici, on apprend, on se relève, on se parle. Bienvenue Aïssata, tu es prête pour ton premier jour? Aga, plus que jamais. Elle prend place. Elle apprend à monter un business, à gérer ses finances. Elle partage son histoire avec d'autres femmes, des histoires de violence, de rejet, de solitude, et à chaque mot posé, elle reprend possession d'elle-même. Évolution intérieure. Aïssata ne cherche plus à être vue, elle ne cherche plus à se venger, elle cherche à se reconstruire, à aider d'autres femmes à ne pas se perdre comme elle. Elle lance un projet, une plateforme en ligne pour les femmes exclues, leur donnant accès à des outils professionnels et émotionnels. Lettre finale à Mamadou. Mamadou, je ne t'écris pas pour que tu me pardonnes. Je t'écris parce que j'ai compris. Ni toi ni moi n'étions prêts à nous aimer pour de vrai. Mais je me pardonne aujourd'hui. Et j'avance. Merci pour la douleur qui m'a appris à vivre. Elle ferme la lettre, la poste, puis s'éloigne, sans se retourner. Dans une cérémonie de clôture au centre, elle prend la parole devant toutes. Aïssata, les larmes aux yeux, mais droite. On peut tomber. Plusieurs fois. Mais si on respire encore, alors on peut se relever. Même si c'est pas joli, même si c'est lent. Une femme debout, c'est déjà une révolution. Ovation, rire, larmes, fraternité. Aïssata n'a pas retrouvé Mamadou, elle n'a pas retrouvé l'amour, mais elle s'est retrouvée elle.